Bon, bonsoir, je suis Jean-Paul Chapelet, de la Chapelle-sur-Erdre, voilà, tout naturellement. Bon, vous avez présenté les choses de façon, je sais pas, qui m'ont semblé très humaines, avec beaucoup d'empathie. Je sais pas comment le dire. Bon, vous avez parlé, André Lebeau, de suicide chez les personnes âgées. Bon, il y a eu des faits signalés, je crois que c'est vous. Des petits vieux qui sont expulsés de leur maison parce qu'ils ne peuvent plus payer et qui, malgré tout, retournent dans cette même maison, forcent la porte et se suicident. Hein? Il y a eu des exemples comme ça. Les jeunes dans la rue, alors on appelait les enfants, on parlait des pupilles de l'État ou des enfants, etc. Je ne sais plus comment on les appelle aujourd'hui. Les enfants sortant de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Les enfants sortant de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, c'était autrefois les pupilles de l'État. Et pas les pupilles de la nation. Voilà. Bon, alors, à 18 ans, ils sont mis dehors, à la rue. Très peu ont des formations. Alors, il y en a qui s'en sortent exceptionnellement. Bon, quant aux professionnels de santé qui renoncent ou qui refusent de soigner les personnes qui sont inscrites à l'ECMU, on en connaît. Je ne sais pas si moralement, voilà, si déontologiquement, oui, oui, c'est le mot plus sophistiqué, oui, mais la déontologie, c'est aussi la morale. Oui, oui, mais bon, refuse de soigner ces patients qui sont inscrits CMU. Bon, c'est effectivement... Bon, vous disiez, vous avez dit aussi, enfin, j'ai rien de très concret à dire. mais moi, je vois une chose. Dans ce que vous dites, vous corroborez déjà ce que j'ai dit tout à l'heure sur le suicide des personnes âgées. Et c'est intéressant. Mais moi, je vais vous parler des jeunes de l'ASE, qui pourtant ne pourraient pas se retrouver à la rue. Simplement, les normes font que la famille d'accueil qui les héberge n'a pas le droit de les garder si elle veut obtenir un deuxième enfant. Et donc, de fait, on dit, eh bien, vous mettez jeune de 18 ans, on va vous en donner un autre. Alors que eux sont prêts à faire l'effort, financier même, quelquefois, de garder le jeune. Moi, j'ai le cas dans mon entourage proche. J'ai le fils de ma sœur qui a été placé en 1989, qui aujourd'hui a 30 ans. Je peux vous dire que la famille d'accueil l'a gardé le plus longtemps possible et lui a permis de faire des études, lui a permis de faire des choses, et c'est quelqu'un qui est maintenant responsable du réseau informatique et des systèmes informatiques dans un centre départemental de secours et incendie. Hein. Donc voilà, mais c'est parce qu'on a des règles stupides qui font que. Or, aujourd'hui, pour les jeunes pupilles de l'État, ou les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance, les jeunes y entrent très tard. Parce qu'on a une politique en France qui est de maintenir l'enfant dans sa famille le plus longtemps possible. Or, s'il y a eu un signalement quand le gamin avait 5 ans, 5-6 ans, c'est pas avec les conditions qu'ont les travailleurs sociaux aujourd'hui pour accompagner cette famille qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Donc résultat, on a ce jeune qui arrive à 14-15 ans dans des structures spécifiques de l'aide sociale à l'enfance et qui, 4 ans plus tard, sera majeur. Sauf que c'est pas en 4 ans que vous construisez, que vous
restaurez, que vous réparez un gamin qui a été esquinté. Donc du coup, on est obligé de... Voilà. Alors, je vais vous paraître assez professionnel, mais c'est parce que je m'intéresse à toutes ces questions-là maintenant. Parce que j'essaye de comprendre comment on pourrait prévenir le fait qu'on va répéter de génération en génération la pauvreté. Moi, je vais vous prendre une anecdote rapide, puis je vous redonnerai la parole pour poser des questions. Je vais vous raconter une anecdote rapide. Donc, j'habite Angers, et dans la banlieue d'Angers, ça s'appelle Trélazé, et il y avait des ardoisières, et un monsieur, quand les ardoisières ont fermé, s'est retrouvé au chômage. Donc, ici, c'était à la fin des années, au début des années 80, fin des années 80, et ce monsieur s'est retrouvé au RMI, puisqu'il n'avait pas l'âge d'avoir la retraite, donc fin de droit au chômage, RMI. Bien. Son fils, ayant vu comment son père avait été traité, n'a pas été très motivé pour finir sa scolarité. Lui-même est devenu bénéficiaire du RMI. Mais pourquoi? Parce qu'à 18 ans, il a fait ce que la loi permettait, c'est-à-dire que dès que vous avez une copine et que vous lui faites un bébé, vous avez le droit au RMI. Et, à notre grande stupéfaction, le fils de ce monsieur a fait la même chose que son père, qu'il n'avait jamais vu aller travailler, et bien 18 ans, il a trouvé une copine et il lui a fait un fils. Et on a 3 générations aujourd'hui, dont un qui est le grand-père est au minimum vieillesse, d'aide sécurité de personnes âgées. Le père est au RSA et le fils est au RSA. En fin de compte, d'une situation qu'on a cessé de reproduire. Et aujourd'hui, le projet que le gouvernement a avec son plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion, effectivement, c'est comment on va faire pour prendre rapidement ce 4e enfant, cette 4e génération, pour éviter qu'elle devienne une famille pauvre. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne souhaite pas. Après, il faut prévenir, et il faut regarder les conséquences que ça a. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on jette les gens à 55 ans, alors que la retraite c'est 62-63. Bon, ben voilà, on fout des vies en l'air. On génère de la misère. Vous parliez des ardoises de Trélazé. Il faut beaucoup d'argent pour recouvrir sa maison avec de l'ardoise de Trélazé, qui est un véritable luxe. Bon, ma non-question était quand même une question. Sur le plan existentiel, bon, la carte bleue, et puis c'est aussi paraître ou disparaître. Et nous, notre génération, c'était plutôt Shakespeare, c'est être ou ne pas être. C'était plus existentiel. Bon, bah, voilà, c'est tout, j'ai rien de tout Moi, j'ai écouté attentivement vos interventions et avec un certain plaisir et une certaine, comment dire, un intérêt véritable sur votre manière d'approcher le problème. Pour moi, qui est quand même un peu une découverte, je le dis. Il m'a manqué, cependant, mais je pense que vous allez peut-être pouvoir y répondre, des informations sur, dans votre pratique, les uns et les autres. Vous avez cité les retraités, certains des retraités qui effectivement tombent dans la précarité à ce moment-là. Quelles sont les autres catégories, et notamment, quelle est la place du chômage? Vous nous avez expliqué, en fait, de manière très très perspicace, comment traiter le problème de ces gens qui sont dans la précarité. Ma question, ça porte sur l'avant. Qu'est-ce qui fait que ces gens tombent dans la précarité? Est-ce que c'est le chômage des jeunes? Est-ce que c'est... Voilà. Alors, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'inadaptation de l'offre de formation à l'offre d'emploi sur les territoires, que l'on ne sait pas prévoir.
Moi, mon accident professionnel, je travaillais chez Fenwick. Donc c'est chez vous, Fenwick, ce serait l'équivalent de Manitou. Hein. À l'époque, on a délocalisé, puis ensuite il ne restait plus que 2 entreprises en France, et puis la première fois qu'on a eu une première ministre en France, c'était Madame Cresson, elle a eu une bonne idée, c'est qu'elle avait une usine Fenwick chez elle, et puis elle en avait une chez moi. Elle a dit, ben non, toi tu peux la perdre, moi je la garde la mienne. Comme ça, hop, terminé. Et la région n'avait pas anticipé la fermeture potentielle possible, ça. Moi je viens d'une région qui était de mono-industrie. Hein, puisque c'était aussi ça notre problématique pendant très longtemps dans ce pays. C'est la mono-industrie. C'est-à-dire que tout était acté sur certains métiers, et pas d'autres. Moi je viens de la bonneterie. Hein, je viens de Troyes, et donc je viens d'une région où tout le textile a disparu. Même si aujourd'hui il revient par petits morceaux. Hein, mais et donc je dois dire que c'est ça la difficulté. Alors, le chômage, il est pour quelque chose. Pourquoi? Parce que un jeune qui sort de l'école, ça a été mon cas. J'avais un CAP vendeur et j'avais le concours d'entrée au PTT comme préposé. Mais alors j'avais de la chance, moi, c'est que je sortais de la vie. Mais sauf que 21 ans, je ne savais pas qu'il y avait des contrats jeunes majeurs. C'est-à-dire que c'était des contrats qui permettaient d'aller de 18 ans à 21 ans, le temps de trouver une solution. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ou très très peu, pour ceux qui font des hautes études. Et donc, j'ai connu le chômage. Mais moi, j'ai connu le chômage à l'époque où on pointait à Pôle emploi, ce qui s'appelle Pôle emploi aujourd'hui, 3 fois par semaine. Hein. C'était la honte quand même de notre vie. Je me souviens, moi, c'était la fin des années 70, début des années 80. On faisait la queue dans des avenues pour pointer 3 fois par semaine. Mais s'il n'y avait rien de plus dégradant, les gens qui passaient en voiture, alors les feignants, comment vous voulez encourager quelqu'un? Bon, après on a fait disparaître et après on a mis ça dans chaque mairie. Hein, puis après on a automatisé, puis maintenant c'est devenu carrément sur Internet. C'est pratique. Chez moi c'est chômeur que je ne veux plus voir. Mais voilà. Et le problème, moi à l'époque, qu'est-ce que je demandais? Donc j'avais la possibilité de rentrer au PTT, mais il fallait attendre. Trouver un poste de vendeur, c'était pas évident. Donc je me disais, peut-être je vais refaire une formation. Le plus terrible, c'est que, mais non, vous avez des diplômes, il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, moi, la chance, je suis rentré au PTT. Puis après, quand ça n'a pas marché, ben, je suis rentré chez Fenwick. Et bref, quand je suis sorti, c'est ça aussi que j'ai vu. De nouveau, voilà, il fallait attendre 3-4 ans. C'est-à-dire qu'on n'avait pas anticipé de dire, bah tiens, il y a un plan social, plutôt que les gens aient touché des acédiques, bon, ils vont toucher des indemnités de licenciement, ça c'est normal, mais plutôt qu'ils nous coûtent de l'argent tous les mois, si on les met en formation. Eh bien non, parce que on ne se rencontre pas, comme le disait André tout à l'heure. On ne met pas en avance. Aujourd'hui, un patron peut licencier. Autrefois, il fallait une autorisation préalable de licenciement, le plan social. Ça n'existe plus. Donc comment vous voulez faire? Il est là notre problème aujourd'hui dans ce pays. Aujourd'hui, on licencie des gens sans les licencier. Ça coûte une fortune. Ça s'appelle la rupture conventionnelle. Et voilà, demain, on va encore avoir des misères. Le grand souci qu'on a aujourd'hui, c'est que, la retraite étant à 62-63 ans, on devrait favoriser le maintien dans l'emploi de ces gens-là, afin qu'ils aient une retraite décente. Eh bien non, on laisse le grand capital pouvoir décider que les actionnaires, pouvoir dire, ben non, nous on veut de la rentabilité, donc vous nous virez ça à 50 ans, et puis voilà. De toute façon, la société va les prendre en compte. Sauf qu'avec 13 ou 15 ans de chômage, ben vous arriverez à la précarité, et puis vous allez vivre la précarité. De toute façon, ils seront déjà habitués. Moi j'ai entendu un représentant du MILEF nous dire, ah, de toute façon, s'ils sont au chômage à 50 ans, ils vont en toucher un petit peu, après ils auront eu les RSA, donc ils auront appris la misère. Ce sera plus facile pour eux. Mais ils n'ont pas peur de le dire. Parce que ce qu'ils ont en tête, c'est la rentabilité de l'actionnariat.
Et le problème aujourd'hui, il est là aussi. L'État, quand il se désengage, quand l'État décide de se désengager comme il le fait aujourd'hui, sur justement la sortie de la misère, ce n'est pas parce qu'il n'a plus d'argent, c'est parce que comme il ne sait pas où prendre l'argent pour faire les choses, il a trouvé la solution. Je vais mettre moins d'argent là, comme ça je vais résorber mon déficit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Sécurité sociale peut nous annoncer qu'elle a résorbé son déficit, qu'elle va commencer à faire des bénéfices, parce qu'on ne rembourse plus les médicaments, ou on les rembourse, parce qu'on ne rembourse plus telle prestation, parce que ceci, parce que cela. Et à bout du compte, moi je paye, moi je dépense, puis je fais l'économie, donc je pose pas mon compte, je fais des bénéfices. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, sur le social, c'est aussi ce que l'on fait. Aujourd'hui, on donne peu d'argent. Autrefois, on donnait 1500 € par mois pour une place dans des structures, pour assurer l'hébergement, le logement, le soin, le suivi infirmier et toutes ces choses-là, dans des structures. Voilà. Mais il y avait vraiment tout un accompagnement global. Aujourd'hui, on ne propose que de faire que du low cost qu'il faut faire à bas prix. Et donc, on réduit les prix. Du coup, vous n'avez plus d'infirmières dans certaines structures qui viennent. Ben non, c'est du droit commun, vous faites un peu aux infirmières, voilà. Vous n'avez plus d'éducateurs spécialisés. Vous avez des éducateurs débutants. Et puis après, on va aller bientôt voir l'assistance sociale du secteur. Ben, de toute façon, on peut y aller voir l'assistance sociale de la CAF, hein. C'est aussi bien que ou d'une maison de solidarité, hein. Vous savez. Hein. Et voilà, le problème, c'est que on n'a plus un service public de qualité. Et du coup, on génère de la misère. Il n'y a pas d'accompagnement pour les gens, parce qu'on ne se rencontre pas. Aujourd'hui, la deuxième source de gens qu'on trouve en précarité, ce sont les gens qui ont des problèmes de santé au travail. Parce qu'ils sont reconnus en invalidité, ils passent devant la Cotorep ou la MDPH maintenant, et on dit, pour être sûr de ne pas leur donner l'argent, on les met entre 52% et 78% de handicap. Comme ça, ils peuvent retourner vers le travail avec une formation, mais ils ne peuvent rien toucher. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Et pourquoi? Parce que ce sont les départements qui gèrent. Quand c'était l'État autrefois qui gérait, ça ne se passait pas comme ça. Le problème, c'est que l'État s'est désengagé sur les départements, que ça soit en protection de l'enfance, que ça soit sur le handicap, que ça soit sur le vieillissement des populations. L'État s'est désengagé sur les départements. Et résultat, les départements ne peuvent plus suivre. Parce que la richesse des territoires s'abaisse et c'est instinctif. Des gens qui sont au chômage ne payent pas de taxe d'habitation, ne payent pas de participation nette. Et donc, du coup, les budgets réduisent. Or, ce sont eux qui vont avoir besoin de ces budgets. Donc, du coup... Et est-ce que, André, dans les passagers, moi, je voyais, pour répondre à cette question, je voyais une autre dimension. Alors, la dimension macroéconomique est là, hein, c'est clair. Il y a la question de la rupture familiale qui est quand même là tout le temps, enfin, pas tout le temps, mais la rupture des enfants avec leurs parents. Alors là, on ne parle pas de sortie de l'ASE. Hein. Ouais, c'est là, ça. C'est là. La rupture interfamiliale, hein, des frères et des sœurs. Enfin, on sent que la solidarité familiale n'est certainement plus qu'elle était, y compris d'ailleurs à l'égard des personnes plus âgées, hein, parce que là aussi. Après, on ne peut pas, dans un T3, avoir le grand-père, la grand-mère, les enfants, les petits-enfants, ça c'est clair. Mais il y a des sociétés qui continuent à fonctionner comme ça, et qui sont plus solidaires. Tout à l'heure, je parlais à quelqu'un du Carillon à Nantes, et qui venait de Tout en attente, et qui venait, Tout en attente venait du café suspendu. Ça, c'est un truc napolitain. On n'est pas dans la partie la plus riche de l'Italie. Mais souvent, là où c'est très pauvre, c'est plus solidaire. Le café suspendu, c'est le café
que je paye pour quelqu'un qui viendra derrière moi. Donc à Nantes, c'est une association qui s'appelle La Cloche, qui a une dimension nationale, mais il y a le carillon, donc c'est souvent des pictogrammes qui sont dans le magasin, je ne sais pas si ça existe à la Chapelle, et où pictogramme qui dit qu'on peut utiliser les toilettes, qu'on peut recharger son portable, qu'on peut même parler, on peut même juste parler, il y a quelqu'un qui va vous écouter, c'est déjà énorme. Et puis il y a les gens du carillon, qui sont les personnes à la rue, sont actifs dans cette affaire, c'est-à-dire qu'ils font des soupes impopulaires, qu'on appelle des soupes impopulaires, C'est là aussi où on se pour les gens qui ne sont pas à la rue. Non mais c'est vrai parce qu'en fait, ça peut être un peu plombant notre discussion sur les personnes âgées qui se suicident, etc. Mais il faut quand même avoir en tête qu'il y a beaucoup aussi d'initiatives comme ça qui sont très réjouissantes finalement. Parce qu'il faut, sinon, à ce moment-là, on va tous revenir chez nous ce soir. Mais il y a vraiment des initiatives vraiment très, très réjouissantes du fait, la soupe impopulaire, le fait aussi que le tout en attente, le carillon, le fait il y a plein de micro-associations ou collectifs qui permettent justement aux personnes qui se trouvent en situation de grande précarité de retrouver une vie sociale et de ne pas être le pauvre comme statut. Il y a vraiment un fameux sociologue allemand qui est à l'aube du XXe siècle, qui s'appelle Georges Simmel, et qui a montré qu'en fait les sociétés avaient construit le concept du statut de pauvre, en fait. C'est-à-dire le pauvre a un statut. Et donc, du fait, ça reproduit de génération en génération ce statut. Or, les expériences diverses et variées qui se passent sur notre territoire et puis sur d'autres montrent que ça, c'est pas forcément un statut. Ça ne doit pas être un statut. Ça doit être une situation, peut-être un passage à vide. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a pas mal d'initiatives très innovantes qui font que la personne retrouve une dignité d'être humain, tout simplement. Je voulais seulement parler d'une expérience de la municipalité, à La Chapelle, qui a ouvert une maison pour tous. Donc, le maire nous a réunis, en tant que responsable d'association, nous a demandé de réfléchir un petit peu à l'ouverture d'une maison, telle que celle-là, où on pourrait justement se retrouver, des personnes au chômage, par exemple, qui ont besoin de faire un CV, ou bien des personnes âgées, veuves, isolées, qui ne partent jamais en vacances l'été. Justement, le maire nous avait dit, très souvent, on voit des personnes âgées au parc de la Gélière, qui sont isolées, qui sont sur un banc. Eh bien, finalement, on a été un petit groupe de réflexion, en se posant des questions. On a fait du porte-à-porte, on est allé dans des grandes surfaces, on a interrogé les gens, le public, en leur demandant ce qu'ils pensaient d'une telle structure. Alors ça a interpellé, et puis finalement, de fil en aiguille, on s'est creusé la tête pendant 1 an et demi, tout un groupe. On se réunissait toutes les semaines et on a réussi à mettre sur pied une structure qui répondait justement à cette chose-là, parce maintenant il y a la maison pour tous, mais c'est un lieu d'accueil, on peut aller y prendre un café, il y a des dames qui se sont proposées pour enseigner un peu de tricot, par exemple. Des personnes qui partaient pas en vacances. Alors maintenant, il y a en effet l'été, il y a des cars qui partent pour une journée avec des gens qui n'ont pas de voiture et qui ne peuvent pas conduire. Et le dimanche, il y a la cabane nageuse qu'on appelle, il y a facilement 30, 40, 50 personnes qui viennent faire des jeux de société.
Donc, si vous voulez, c'était pas vraiment de la précarité, mais c'est moralement, Oui. les gens ont retrouvé une dignité quotidienne. Ça, moi, je suis heureuse d'en avoir, d'avoir participé. Et je vois que le directeur actuel, justement, le personnel qui est là, fait vraiment le maximum. Même des personnes qui ont besoin d'aller chez un médecin ou faire des courses, qui n'ont pas de voiture, eh bien, il y a des conducteurs bénévoles qui se proposent, donc qui donnent leur numéro de téléphone, peut-être une trentaine, et à tour de rôle, eh bien, il y a des personnes qui peuvent, voilà. Donc c'est pour vous donner un exemple quand même, bon, La Chapelle est une commune riche quand même, mais il y a eu une volonté de solidarité, et ça je trouve ça vraiment pas mal. Hein. C'est vrai, dans ce que vous dites, c'est la précarité. Moi, je n'agis pas contre la précarité, hein, je ne peux rien faire. C'est les dommages collatéraux qui posent problème. Les dommages collatéraux, c'est l'isolement, le non-recours, la perte de confiance en soi, l'image de soi qui se dégrade, l'estime de soi qui est pour mieux. Enfin, voilà, oui, enfin voilà, toute une série de dommages collatéraux de la précarité ou d'autres formes de précarité, pas forcément financières. Mais c'est là-dessus qu'on agit en fait. La précarité, moi j'ai pas les moyens de gérer ça. Je laisse ça à celui qui gère le pognon de dingue. Moi j'avais une question à propos de la précarité en milieu rural. Vous avez beaucoup parlé des suicides de personnes âgées. Moi j'entendais là dans le cadre du salon de l'agriculture qu'il y avait encore aujourd'hui, tous les 2 jours, un agriculteur qui se suicidait. Alors je voulais savoir les observatoires dans lesquels vous êtes, ou Caroline, les travaux que tu as pu faire. Est-ce que vous avez des données un peu plus précises sur ces situations de précarité et de pauvreté en milieu rural? Alors, pour ma part, le terrain d'observation, de recherche a été plutôt en milieu urbain. Ceci étant dit, j'ai travaillé avec... Elle s'appelle Caroline Urbain. Elle lui posait des questions sur la ruralité. Ceci étant dit, j'ai quelques contacts de personnes qui ont travaillé ce sujet dans des zones rurales, et je pense à Loïc Méjean, qui a plusieurs vies, artiste, travailleur social, et lui qui a travaillé dans la région de Cran en milieu rural. Et là, effectivement, l'élément clé, parce que alors les jeunes qui tiennent le mur dans les cités, mais au moins, enfin, ils sont dans la vie citadine. Quand on est en milieu rural, c'est quelque chose d'assez impressionnant quand même. Hein. Et le biais qui est vraiment fort, le levier, c'est la proposition culturelle. De faire partie d'un atelier de théâtre, d'un atelier d'expression artistique. Et pour ma part, dans ces zones rurales, où les gens sont encore plus isolés, parce qu'il y a de la place. Enfin, je veux dire, l'agriculteur... Il y a du vide. Oui, mais c'est vrai. Et là, où je pense que les municipalités ou les collectivités territoriales ont un rôle à jouer, c'est de recréer une vie via la pratique, la culture. Et on voit que ces expériences-là, enfin Loïc Méjean, dans la région de Mayenne, ou qui sont des zones rurales qui posent question, arrivent à redonner de la vie, redonner de la vie sociale, du débat. Il a fait des films, c'est vraiment passionnant. Ça vaudrait la peine un jour de voir comment on peut travailler ces questions-là. Ouais. La précarité en milieu rural, c'est lié à 2 choses. C'est lié au fait qu'il n'y a plus de service public, d'une part, donc le non-recours y est important. Il n'y a plus de transport public, ça aussi. Et de fait, il n'y a plus de quoi soigner tout ça, mais il n'y a plus de commerce. Donc comment on peut savoir qu'il y a des gens pauvres, puisqu'ils ne font pas leurs courses dans le coin?
comme il n'y a plus non plus les camions qui passent pour dire ah bah tiens, j'ai pas vu madame un tel, j'ai pas vu madame un tel. Puis alors comme maintenant il y a internet et puis les gens ne s'écrivent plus, le facteur il passe pas tous les jours, donc du coup il fait bah on s'aperçoit même pas. Vous savez, c'est quand même terrible, hein, mais l'État ne finance pas cette recherche et pourtant c'est intéressant auprès des bailleurs sociaux. En zone rurale aussi, parce qu'il y a des bailleurs sociaux en zone rurale, hein, on l'oublie trop souvent. Hein. C'est le nombre de personnes que l'on retrouve décédées au-delà d'un certain délai. Hein, 3 mois, 6 mois, 1 an. Eh oui. Ah oui, dans les villes, c'est. Alors dans les villes, c'est très important, mais en zone rurale, c'est encore pire. Voilà. Alors, dans les appartements, il y a des fois des problèmes d'odeur. En zone rurale, comme les voisins sont plus juste à côté, ça, hein, on ne s'en aperçoit pas. Mais ce qui est le plus terrible, c'est que on ne se connaît plus non plus en zone rurale. Vous disiez tout à l'heure cette maison pour tous. Et oui, c'est parce que c'est le manque de lien social. Moi, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, ce sont les intercommunalités de communes. Parce que les communes vont avoir une telle distance que si même vous ne pouvez pas circuler à l'intérieur de cette commune, nouvelle commune, ça va être encore pire. Si déjà dans votre village, plus personne ne vous connaît, qui vous connaîtra s'il habite 20 ou 30 km à l'autre bout, hein? Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les intercommunautés, c'est des territoires, mais c'est colossal. Comme si un peu, on avait vécu une époque où tout était facile. C'est-à-dire que l'éducation était facile, les transports étaient faciles, mais on a tout supprimé. Parce qu'on a voulu la voiture à tout prix. La voiture aujourd'hui, c'est fini. Comment on fait? Comment on fait? Moi, ce qui me gêne le plus, c'est aussi la mobilité des gens a amené que les grands-parents vivent en Mayenne, les enfants vivent à Paris, les parents vivent à Paris, et puis les enfants vivent en Australie, ou en Allemagne, ou aux États-Unis, et du coup, plus personne ne se voit. Alors si on se voit sur Skype, hein, voilà. Bon, mais voilà quoi. Et c'est terrible. C'est terrible. Le souci, c'est que demain, dans toutes ces petites communes, il y aura beaucoup moins d'élus, puisqu'on va réduire, hein, parce que là, on avait gardé les communautés de communes avec tous les élus des communes, mais là, on va les réduire. Il y aura des communes où il n'y aura plus d'élus. Hein. Donc s'il n'y a pas d'élus, qui est-ce qui fait? Parce que qui est-ce qui fait le lien social dans une commune? C'est quand même bien les élus et le maire. Parce que par rapport à la ville, et tous les bénévoles associatifs, bien sûr. On n'a pas parlé des écoles. Ah oui, oui. Je pense que c'est un lien qui doit être intermédiaire. Mais l'école aujourd'hui, il n'y en a plus dans toute commune. Hein? Aujourd'hui, une des sources de misère les plus impensables, ce sont ces familles monoparentales, où la mère doit assurer l'éducation de 3 enfants, avec la difficulté, c'est qu'il faut gérer les emmener à l'école tout en allant travailler, gérer les congés scolaires tout en n'ayant pas de vacances, gérer le fait de travailler en horaire décalé alors que les enfants, eux, dans des heures fixes. Et tous ces problèmes-là, il n'y a plus personne, la famille n'est plus là pour accompagner, les voisins ne sont pas là. Il faut quand même le dire, on est une société qui, sous la mondialisation, est devenue très individualiste. Or, aujourd'hui, chance inouïe, c'est qu'on redevient solidaire. Moi, il y a quelque chose que je voudrais vous dire, que j'ai découvert sur le pays nantais, et que j'ai découvert aussi à Angers, c'est notamment à propos des migrants. Le nombre de familles qui se sont proposées lors des démantèlements de camps pour accueillir des personnes. Ben ça aussi, les gens sont généreux. On nous dit qu'il y a du racisme, mais c'est pas vrai. Moi je vois sur Angers, on a une halte de nuit, donc c'est ce que les gens feront sans casque. On n'a pas de place dans de grandes structures, mais on a des places là, ce sont des AGP. Bien. Quand ils ont été installés, on y prévoyait, parce que ça s'appelle bien halte de nuit. Donc ce n'est qu'une halte. Donc, bon, maintenant les gens peuvent y dormir. Sauf que les gens ils y arrivent le soir, mais il n'y a pas de dîner. Ils vont à partir de le lendemain matin, il n'y a pas de petit déjeuner.
Et ce sont des bénévoles d'associations qui se sont réunis et qui ont créé un petit truc qui s'appelle les veilleurs. Et à tour de rôle, ils viennent proposer des soupes, des sandwichs, des cafés, des chocolats, des choses comme ça, devant ce lieu, pour permettre que les gens arrivent. Bon, déjà, ils sont en accueil. C'est parce que ça nous fait 8h30, 9h, donc du coup, ils sont en accueil à 7h. Et de surcroît, il y a vraiment une motivation, une mobilisation. Donc, ça veut bien dire que fait l'État? Alors qu'il pourrait financer ça. Ben non. Puisque les associations sont capables de le faire, pourquoi je financerais? Et alors, c'est là aussi que nous, on se fâche. En disant, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier, les associations? Parce que l'État, du coup, il ne nous donne pas l'argent pour le faire. C'est ça le problème. Moi, j'entends des gens qui me disent, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier, les associations? Regarde, du coup, l'État, il ne fait plus rien. Eh ben oui. Et c'est ça aussi, demain. La solidarité, c'est comment on va la dessiner, quoi. Parce qu'en fin de compte, on a compté pendant des années les associations parce qu'il y avait la déduction fiscale, Coluche. Mais maintenant, avec les hausses de CSG, avec la disparition de l'ISF et toutes ces choses-là, qui va aller donner des sous à toutes ces associations? Parce qu'il y en a de plus en plus, et elles en ont besoin de plus en plus. Eh ben, hein? Sauf que, comme l'a dit la Fondation de France, cette année, c'est 28% en moins. En 2018, c'est 28% en moins de dons aux associations. Ouais, mais l'ISF va être établi. Une autre question? Moi, j'aurais une question à vous poser. Parce que certains me l'ont dit tout à l'heure, mais moi, j'aimerais savoir. Est-ce que le témoignage qu'on vous a rendu ce soir va vous permettre demain d'aller dire aux autres, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que quelqu'un m'a dit? Vous voyez? Parce que je pense que c'est ça aussi qui est important. Moi, si aujourd'hui je viens témoigner comme dans des soirées comme celle-ci, c'est pour ça. C'est parce que j'ai envie de croiser et d'échanger mon regard et votre regard. Parce que moi, j'ai dû faire un effort pour apprendre à revivre avec la société. Parce que j'en ai voulu, la société de m'avoir dessus. Même si après c'est moi qui m'en suis dessus. Mais voilà. Et je pense que c'est ça aussi. Et puis de se dire que demain, personne n'est à l'abri. Même mais attention, quand je dis personne n'est à l'abri, c'est que, je vais vous dire une chose. Moi je connais un cas là que je m'occupe. Le fils s'est retrouvé à la rue, mais il a été incapable de dire à ses parents ou ses grands-parents qu'il était à la rue. Pourquoi? Parce que ça se fait pas. C'est la honte. Dans les voitures. Et il a préféré, voilà, il a préféré dormir dans sa voiture, plutôt qu'il allait dire à ses parents, ça y est, j'ai tout perdu. Moi, ce que je voudrais dire, s'il faut conclure, c'est d'une part, ce qu'on arrive à faire, c'est vraiment grâce à effectivement un travail de mixité. Parce que ça moi, pour un petit restaurant municipal comme ça, le fait que Caroline ait produit un travail de chercheuse, ça m'appuie, moi. Moi, mon directeur, après, il a ça devant le nez, et puis il me dit, ah bah oui, il peut plus me dire non pour plein de trucs, si vous voulez. Mais oui, non, mais c'est comme ça que ça marche. On prend du pouvoir. Il y a eu un film documentaire qui a été fait, c'est pareil, il est passé sur France 3, il a inondé la France. Après, les gens, ils disent, bah ouais, ce machin-là, on ne peut pas le traiter comme... Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de volonté politique institutionnelle, on le sait, mais c'est pas grave. C'est les grands ponts de l'innovation sociale et solidaire au Québec, hein, toi tu les connaissais, lui c'est le pape. Il disait quoi? Il disait, mais l'innovation sociale, c'est des petites choses. Hein. Il y avait des gars qui étaient de l'Afrique subsaharienne, il y avait un gars qui était de Rio de Janeiro qui se battait contre l'expropriation à cause des Jeux Olympiques. C'est que des petites choses. Il dit, attendez pas que vos institutions le fassent, elles ne le feront pas. Nous, on vous aidera à modéliser. Mais il y a du boulot, il y a plein de choses qui pourraient être mobilisées. On pourrait y passer la nuit, hein, des expérimentations qu'on a faites qui marchent. Les gestes de premier secours pour les personnes à la rue, par exemple. L'estime de soi, vous imaginez, un diplôme. Et puis après, c'est les plus confrontés en matière de santé publique à ce type enfin voilà, les gens qui font des crises d'épilepsie, machin, on voit ça tout le temps. Et puis il panique, je sais pas quoi faire. Ben voilà, c'est des petites choses. On pourrait financer ça dans tous les centres d'accueil de... Ça, c'est l'ARS qui devrait le faire. Et puis il y a une chose que je voulais dire, c'est
Bon, ça fait 30 ans avec les réfugiés. Les réfugiés, c'est quand même des êtres humains en voyage immobile, mais c'est des histoires. Et puis les gens comme Jean-François, il n'est pas tout seul. Il y a des gens d'une grande richesse. J'ai jamais vu autant de richesse de ma vie qu'en bossant avec les pauvres. Franchement, mais de richesse humaine, quoi. C'est incroyable. Incroyable. C'est à peine. C'est pour ça qu'on tient le coup, en fait. Hein, je pense. C'est cette espèce de. Il n'y a plus d'hypocrisie. Ouais, enfin, je sais pas. Je suis plus riche d'une journée de travail qu'une journée. Où j'ai rencontré mes voisins, j'habite pas à La Chapelle. Hein. C'est vrai. Voilà. En tout cas, c'est donnant-donnant. On n'accueille jamais quelqu'un sans que lui-même vous accueille. Et c'est ça qui est formidable. Donc oui, il faut changer le regard. Changeons le regard. Ah bah c'est des rencontres, hein, je te dis, c'est la plus grande richesse de ma vie. Quoi. J'essaie de transmettre ça à mes enfants. Oui. Bah, on s'est rencontrés, hein. Déjà que c'est un début. Voilà. Voilà. Merci. Bien la rencontre.